C'est parti pour lire le dernier article de ma camarade, sœur, patronne et amie Lizzie, qui nous propose du coup aujourd'hui un article sur les contradictions de l'autonomisme trans. On va expliquer ce que c'est, vous inquiétez pas, pour les luttes unitaires et démocratiques, pour parler un petit peu de ces sujets-là. Voilà, de militantisme trans, de transitude, de transmatérialisme, tout le monde. Il va être grand temps de poser un peu le débat par rapport à ça. Et donc vous allez pouvoir me voir être complètement perdu et me sentir un peu bête face à l'immensité du cerveau de Lizzie, qui est vraiment mais gargantuesque. Tout le monde, je sais vraiment, tu sais, on peut se perdre dedans et tout. Enfin, bref, moi un jour j'ai perdu mes clés. Bref, toujours est-il que on va s'attaquer là-dedans. Genre, moi je n'ai pas lu l'article, mais on m'a dit il est un peu velu, il est un peu costaud quand même. Donc on est surtout là pour faire de la vulgarisation. Moi, Lizzie, on est vachement alignés sur beaucoup de sujets, sur plein de trucs. Et c'est quelqu'un avec qui j'aime bien débattre en plus. Donc franchement, genre, c'est parti. Attendez, je vais mettre de ce côté-là, ça vous pourrez lire vous aussi. L'échec de la mobilisation contre la réforme des retraites en 2023 a été le théâtre de nombreux débats et a donné lieu à une multitude de conclusions. Les directions syndicales ont effectivement échoué à leur tâche de mobilisation des masses pour aller jusqu'au bout de la bataille et faire plier Macron. Trotskistes et autonomes s'en sont donnés à cœur joie, multipliant les accusations de trahison et de mollesse dans une gesticulation proportionnelle à la taille de leur propre échec. Alors du coup, le trotskisme. Trotskisme, qu'est-ce que c'est? Le trotskisme, en gros, historiquement parlant, c'est les communistes révolutionnaires qui étaient opposés à Staline et qui du coup se sont opposés à Staline un peu tout au long de leur histoire. Et concrètement, c'est surtout une force politique d'opposition. Oui, je n'aime pas beaucoup les trotskistes. Effectivement, j'ai un peu un problème avec les mouvements trotskistes. On va juste dire que les trotskistes, c'est des espèces de gauchistes qui sont surtout en fait dans une posture critique. Ils ont une pratique politique où en gros c'est de l'entrisme, c'est-à-dire qu'ils essayent en fait de mettre des trotskistes à des postes de pouvoir dans les institutions SOSDEM pour essayer de prendre le pouvoir de l'intérieur, sauf qu'au final ça finit par donner quasiment que des traîtres qui finissent par rejoindre en fait le fait d'être SOSDEM. Et non, c'est pas des anarchistes, c'est vraiment des communistes pour le coup soi-disant révolutionnaires, mais encore une fois il n'y a pas vraiment de trotskistes qu'on fait de révolution, c'est surtout des donneurs de leçons quoi. Enfin, moi j'aime vraiment pas le trotskisme, je vais pas rentrer dans le détail les gens aujourd'hui parce qu'on va plus parler de l'autonomisme je pense. Donc définissons un petit peu c'est quoi l'autonomisme. Alors déjà, moi je suis un peu passé par des lores Toto pour le coup, donc je connais un peu mieux que les lores de Trotsko. Et concrètement c'est quoi l'autonomisme? Ça a plein de définitions donc personne sera d'accord avec ce que je vais dire, mais basiquement c'est surtout une méthode de lutte où tu t'organises dans ce qu'on appelle des cercles affinitaires, donc des gens où tu sais que tu as confiance et tu sais que, voilà, bref, c'est un cercle affinitaire, genre vous avez des affinités, vous êtes ensemble. C'est un peu comme un genre de groupe de potes, mais avec plus de règles. Et ensuite, il n'y a pas de chef. Genre, vous vous organisez de façon autogestionnaire. C'est des anarchistes. Là, pour le coup, eux, c'est vraiment des anarchistes qui tentent de faire de l'organisation plus horizontale, qui fonctionnent beaucoup plus au consensus, et qui sont généralement plutôt orientés autour de l'action directe, à savoir genre aller saboter des trucs, taguer des machins, enfin c'est ça les totos concrètement, et c'est une force politique non négligeable. Alors c'est très dur de mesurer combien on a de totos, ouais des squats et des trucs du genre aussi, c'est compliqué en vrai de savoir précisément c'est quoi les dimensions des forces politiques autonomistes en France, précisément parce que c'est des autonomistes et que du coup il n'y a pas vraiment à proprement parler de structure. Voilà, c'est ça en gros concrètement l'autonomie. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Ils font du rap aussi. Ouais, non mais ça c'est... Il ne faut pas confondre Toto et Anar. Bah après, l'autonomisme c'est quand même une forme d'anarchisme. Mais oui, pour moi l'anarchisme se définit pas uniquement par l'autonomisme. L'autonomisme c'est une forme d'anarchisme. Les uns veulent remplacer les directions syndicales, les autres que les bases se passent tout simplement d'eux. Et même malgré la faillite constatée par les masses, ni trotskistes ni autonomes n'ont réussi à impulser une suite à la bataille. Donc on rappelle quand même que là du coup on parle de la réforme des retraites en 2023. Qui avait pourtant mis des millions de personnes dans la rue. Personne n'a atteint ses objectifs dans ce mouvement social. Trotskistes et autonomes rêvent de disposer du pouvoir de mobilisation centrale syndicale, fantasment le bouton rouge de la CGT, mais n'ont jamais été qu'à leur remorque lors des moments d'intensification de la lutte des classes. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc que j'ai tendance à beaucoup reprocher justement aux différents mouvements trotskistes, c'est que hyper souvent, en fait, ils vont t'expliquer que la raison pour laquelle ils font pas la révolution, c'est que il n'y a pas à un moment ou à un instant T les conditions matérielles qui permettent justement un mouvement révolutionnaire. Le problème, c'est que lorsque ces conditions-là se présentent,
bah ils arrivent pas à transformer l'essai quoi. Genre ils ont pas réussi à transformer l'essai pendant les gilets jaunes, ils ont pas réussi à transformer l'essai pendant la réforme des retraites. À la fin, ça finit par juste devenir un espèce de vœu pieux de voilà, peut-être qu'un jour, il y aura les conditions qui seront réunies pour faire la révolution, d'ici là, faut juste attendre. Sauf que non, hein, normalement, des marxistes un peu concrets, on est censé être dans la pratique. On est censé nous créer la conscience de classe qui permettra la révolution. On n'est pas censé l'attendre. Genre, et ça, moi, c'est un gros reproche que je fais à pas mal de ces mouvements trotskistes-là. Seulement, et à rebours de ces discours, il serait faux d'affirmer que cette mobilisation contre la réforme des retraites n'a été que source de défaite. Elle a permis l'émergence d'organisations LGBTI s'inscrivant dans un courant de lutte unitaire à l'occasion d'un mouvement social, des organisations LGBTI qui participent en tant que telles à des mobilisations concernant toute la classe des travailleurs. Les franges marxistes LGBTI, diluées dans les organisations de travailleurs, portaient déjà un combat similaire. Mais c'est bien en 2023 que des organisations spécifiques, à la fois prolétaires et trans, je me demande de qui elle parle, ont été mises en lumière. Les plus visibles, les invertis, ont fait grand éclat lors des manifestations parisiennes avec des cortèges haut en couleur et leur couverture de survie en guise de drapeau. Plus spécifique encore, étant donné son caractère prolétarien et trans, l'organisation de solidarité trans, je sais pas, je me demande de qui ça parle, qui n'était qu'embryonnaire à ce moment-là, elle a connu par la suite une croissance fulgurante entre fin 2023 et mi-2025, avec la naissance de plus d'une quinzaine de sections à travers la France. Le trotskisme est anecdotique dans les luttes trans. Si certaines organisations ont tenté, voire même, genre, on pourrait reparler un peu d'homophobie et de transphobie dans les milieux trotskistes, ce serait un peu jeter un sort aux trotskos que de dire que c'était que leur discours à eux, parce qu'en vrai c'était un discours qui était présent dans beaucoup d'organes révolutionnaires, beaucoup d'organes de gauche, mais chez les trotskistes, il y a quand même beaucoup eu cette notion de déviance bourgeoise. La transidentité était perçue par certaines orgas comme une déviance bourgeoise. C'est quand même un peu chaud. À Hello, dans certains comités, ils refusent des formations trans parce que ça déplaît à leur militantisme, à leur militante TERF. Ouais, exactement. C'est pas eux que je ferais le procès en premier IMO. Oui, je suis d'accord. Genre, on pourrait reparler par exemple de la réaction de Georges Marchais du PCF par rapport aux luttes homosexuelles. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais les trotskistes n'ont pas été des alliés, quoi. On peut le dire, je pense. Donc là, pour le coup, tout le monde est un peu responsable. Hein. Si certaines organisations ont tenté de s'ériger en direction de ces mouvements, comme ce fut le cas en mai 2024 lors de la mobilisation de la loi anti-trans portée par les Républicains, elles se sont rapidement heurtées à leurs propres contradictions. D'une part, leur absence de travail d'autosupport réel et continue les prive de toute légitimité politique, les rendant invisibles lorsque la conflictualité retombe. D'autre part, un autonomisme de façade, pour le moins culotté, les conduit à fixer unilatéralement des échéances et des appels à la mobilisation, en dépit d'une implication essentiellement opportuniste au sein de cadres pourtant présentés comme unitaires. Ces tentatives ne relèvent pas tant d'une volonté d'organisation des personnes trans, mais davantage d'un objectif de recrutement pour leurs organisations. Concrètement, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, genre, les luttes trans, elles sont pas tant vraiment utilisées, enfin, c'est pas vraiment tant qu'ils veulent améliorer à proprement parler les conditions matérielles d'existence des personnes trans, que c'est un truc qui fait bien de défendre concrètement quand t'es à gauche. C'est un peu la base, quand même, de pas être transphobe normalement. Bon, c'est pas si évident pour tout le monde, mais on peut quand même avoir un sentiment parfois de récupération, d'instrumentalisation de nos luttes, et de se servir de nous comme une vitrine, sans traiter réellement nos problèmes de fond, quoi, concrètement. Et se contenter de nous proposer de la représentation, alors que, bah, on a surtout besoin d'hormones en fait. Le trotskisme n'existe pas dans les luttes trans, en dehors des temps forts. Il existe bien un clivage au sein du mouvement militant. On peut distinguer deux courants majeurs. Les associations réformistes, à la stratégie basée sur la collaboration de classes, pouvant toucher des subventions ou issues de l'urgence bourgeoise, dont le discours est conditionné par une volonté de respectabilité et d'assimilation. Pour eux, les transitions doivent être co-gérées avec l'État, et je rajouterais avec, au-delà de l'État, les médecins. Le monde médical à proprement parler, c'est des associations qui sont généralement très proches du monde médical, qui sont très proches d'une espèce d'idée que, en fait, la transition doit surtout être gérée concrètement par des médecins habilités. Et en fait, voilà, c'est vraiment une pensée qui est très, c'est ce que dit Lizzie, qui est très intégrationniste. Et ça, on sait à quoi ça mène, hein, souvent. C'est-à-dire qu'en fait, si on pousse plus loin la poussée intégrationniste, on va se retrouver à avoir de transnationalisme, en fait, tout le monde. Genre, collaborer avec le macronisme, exactement comme à l'époque du mariage pour tous, ça mène en fait à de la pensée finalement réactionnaire. Et genre, oui, l'intégrationnisme est une impasse. Caris, quand on a parlé des élections municipales, une personne qui a très bien dit ce que je raconte, c'était Caris. Caris qui a dit t'auras beau être intégré,
T'auras beau genre avoir un bac+5, t'auras beau être tout ce que tu veux, aux yeux des racistes, tu seras toujours un noir. Et quand t'es trans, aux yeux des bourgeois, aux yeux du pouvoir, tu seras toujours jamais vraiment une femme. Genre, t'auras beau faire tout ce que tu veux, t'auras beau être dans des discours intégrationnistes pour dire que toi aussi tu peux être une vraie femme, ça marchera jamais en fait. Tu seras toujours dans une impasse. Et au final, à quoi ça sert? Parce que du coup, si toi, en tant que trans, ça te met dans une impasse, ça peut te servir à éventuellement légèrement améliorer tes conditions de vie, mais ça va surtout servir à décrédibiliser les trans qui sont moins respectables que toi, à la fin. C'est ça que ça a donné. Nous, c'est ça qu'on a observé à Grenoble. Je vais pas citer les assos, parce qu'on a déjà eu assez de bif et assez d'emmerdes avec les assos intégrationnistes de Grenoble, mais faut savoir qu'on nous a quand même pas mal jeté un sort, et je pense qu'on peut parler d'une campagne de harcèlement transmisogyne à l'encontre de l'organe de solidarité trans à Grenoble, qui a été assez réelle et menée par justement ces orgas-là. Orgas avec lesquels pourtant on n'est pas en concurrence directe, parce que, encore une fois, on n'a pas la même vision de l'autosupport. Eux, ils ont un autosupport très institutionnel, nous, on a un autosupport qui est assez indépendant des institutions, qui est très, genre, autonome de ces questions-là, et ça a clashé. Ça a clashé, ça a clashé, et on s'en est pris vraiment, vraiment plein la gueule. Donc en fait, quand on critique ces assos-là, c'est pas juste sur le fond de on a un désaccord d'organisation. C'est aussi parce que ça devient des adversaires politiques de premier plan en fait quand on lutte. C'est pas juste pour des raisons de pureté militante, c'est aussi parce qu'en fait c'est des gens qui mettent en danger notre façon à nous de faire de l'autosupport. Une seconde, unitaire, dont l'émergence est récente, qui combine lutte politique et autosupport dans une logique prolétarienne ayant pour objectif de creuser la place des trans dans les revendications du mouvement social par la lutte aux côtés des travailleurs. Donc ça, c'est plus notre line. Si le courant réforme, et c'est vrai dans d'autres trucs que les luttes trans, mais là, on va parler de ça aujourd'hui. Si le courant réformiste est actuellement hégémonique à travers des organisations parisiennes comme le Flirt, Accept ST et toutes des femmes, ou Outrance, largement soutenues par des associations d'autosupport plus petites et provinciales, leur influence pourrait vaciller. Et on rappelle que, encore une fois, dans ce truc de pas être très solide, nous on en a même fait les frais à titre personnel avec la Fange, à l'époque où justement on était invité à Furax. Je vous renvoie vers la vidéo qui a tué Furax, encore une fois, dans laquelle concrètement, nous on était invités à Furax pour lever des fonds pour une association trans réformiste. Il y a eu une shitstorm clairement montée de toutes pièces par des pipous de Blue Sky pour tenter de faire passer Écharpe pour une pédo, concrètement. Genre vraiment, c'était un montage objectivement fallacieux d'un stream où concrètement il y avait des immenses dingueries à l'intérieur. Et cette association-là, qui est pourtant une association soi-disant pro-trans, est tombée dans le panneau et a fini par, genre, baisser les bras face à une putain de campagne de harcèlement transmisogyne qui tente de faire passer une meuf trans pour une pédo, ce qui est quand même la base de la base de la base. Mais même sur ça, ils n'ont pas été solides. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être respectables, et donc ne pas s'associer aux meufs trans pas assez respectables. Tout simplement. Et donc du coup, ils nous ont lâchés. Ils nous ont juste lâchés. Oui, ils ont aussi essayé de faire passer pour une nazie. Hein. On rappelle que t'es juive. Mais ils ont quand même, voilà, ils ont pas vu le problème avec ça. Et face à ça, ces organisations-là, elles nous ont lâchés, quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement, les gens. Enfin, juste parce que, par souci de respectabilité, ils ont jeté sous le bus les trans les plus précaires, les plus folles, les plus racisées, en fait, c'est ça qui se passe. Après le rapport de la Haute Autorité de Santé, ces associations se sont empressées de féliciter l'institution, malgré l'absence de recommandations concernant les mineurs, après des pressions de lobby anti-trans. Lors des semaines précédant l'Existence Inter, ces mêmes associations ont clarifié leur position à travers un communiqué rejetant la lutte des classes et la convergence des luttes, faisant exploser le cadre unitaire. Ces diverses sorties placent désormais ces associations dans le camp bourgeois et néo-assimilationniste. Leur hégémonie est alors plus que questionnable dans un contexte de réactionnarisation globale touchant notamment les personnes trans, où la lutte contre la bourgeoisie n'est plus que jamais de mise. Et encore une fois, on rappelle que si on les laisse faire, à la fin, une des grandes conséquences qu'on va avoir de la pensée assimilationniste et intégrationniste, c'est le putain de transnationalisme. Parce que un très bon moyen d'être respectable, c'est de dire, en fait, les transphobes, est-ce que ça serait pas les Arabes? Parce qu'en fait, ils sont rétrogrades, et alors que nous, on représente vraiment le progrès, vous comprenez? Genre, vraiment, c'est sur ça que ça va finir. C'est exactement ces discours-là que ça va finir. C'est déjà ce qui a mené à l'émergence du putain d'homonationalisme.
Genre, c'est à ça que ça mène. Genre, vous voulez voir un très bon exemple d'un très bon produit de l'assimilation? Genre vraiment quelqu'un qui est la définition même d'un Français intégré, assimilé? Éric Zemmour. Et dans les lores LGBT, Gabriel Attal. Ou le mec du RN, là, qui bande son Napoléon, genre. C'est lui, son daddy, il fait 1m20, genre. Bref, il ne reste alors que les autonomistes et les unitaires, qui s'inscrivent tous deux dans une dynamique de lutte pour l'autonomie corporelle, mais dont les stratégies diffèrent. Le courant unitaire ne sort pas de nulle part, il hérite de l'associatif, du syndicalisme, mais également de l'autonomisme, en ce qu'il prône un contrôle total des trans sur leur transition et une opposition radicale aux institutions de l'État. Voilà, et c'est pour ça que pour moi, parfois, il y a un peu une confusion qui est faite entre justement les... Enfin, parce qu'en soi, du coup, nous, à l'OST, on essaye de se construire en autonomie, dans le sens en autonomie de l'État et des institutions médicales. Mais ça veut pas dire qu'on est autonomiste. Point important de vocabulaire à clarifier. Inspiré par le marxisme, le courant unitaire analyse les réussites des courants précédents ainsi que les contradictions que ni les réformistes ni les autonomistes ne semblent pouvoir dépasser afin de construire des organisations capables de lutter politiquement au sein du mouvement social et à la fois d'assurer un autosupport à grande échelle et indépendant des institutions. Et ça, nous, c'est ce qu'on essaie de faire vraiment à l'OST, tu vois. Si les contradictions du courant réformiste tiennent principalement à son incapacité à défendre politiquement les trans du fait de sa dépendance à l'État, celles des autonomistes sont plus complexes. Elles sont malheureusement les mêmes que dans de nombreux cadres autonomes hors lutte trans. Je vais parler ici de 3 luttes qui me semblent parmi les plus importantes. Tout d'abord, la question du concernisme, sur la minorité dans la masse et la minorité dans la minorité, et comment ces principes coupent les opprimés d'une réelle possibilité de lutte. Pour la lutte contre les chefs, via l'absence de cadre ou de mandat à responsabilité, en espérant parer à la détection et à la critique de dérives autoritaires informelles. Ça, faut vraiment qu'on en parle. J'ai un texte à vous lire sur ce sujet-là qui s'appelle plus trop la dictature de l'absence de structure. Alors, on va en parler plus en détail, mais concrètement, c'est l'idée que ça sert à rien de déclarer qu'il n'y a pas de chef. C'est pas ça qui va empêcher l'émergence de chefs. Si tu dis qu'il n'y a pas de chef, à la fin, il y a un chef. Se contenter de juste dire pas de cadre, pas de chef, ben ça mène juste à l'émergence de chefs naturels, genre. Et enfin, la question de l'horizontalisme comme condition sine qua non de démocratie réelle. Un ultra-démocratisme qui empêche l'expression collective d'exister et confine à l'impuissance. Genre les gilets jaunes, je pensais surtout en vrai à des squats par exemple, où tu te retrouves en fait dans des squats qui sont soi-disant horizontaux et où il n'y a pas de chef, et où en fait à la fin il y a un chef, et le jour où il arrête de bosser pour le squat se termine. Et voilà, parfois ce mec est un violeur, et c'est difficile à gérer. Commençons d'abord par le concernisme. Qu'est-ce que le concernisme? Je pense que Lizzie va en parler. L'une des premières dérives de l'autonomisme tient à ce postulat implicite. Le concerné a forcément raison. Et ces raisons, parce qu'elles lui appartiennent, seraient par nature irréfutables. Ici meurt la politique. Plutôt que de comprendre les politiques d'oppression et leurs articulations, on vient qualifier l'oppression des individus pour réduire à un marqueur identitaire qui se suffit et qui parle à la place du reste. Ce faisant, l'identité reconstruite à partir de grilles oppressives, finit par se substituer aux sujets eux-mêmes et par leur retirer toute agentivité. Voilà, c'est là que nous on est assez critiques, encore une fois, de toute la politique de l'identité, le fait que c'est les identités qui définissent des trucs et tout. On est trop matérialiste pour ça en fait, désolé. Dans une volonté de donner du pouvoir à des gens qui en sont dépourvus du fait de leurs oppressions, on en vient à isoler les personnes concernées du mouvement social en faisant reposer la responsabilité de leur propre émancipation uniquement sur elles-mêmes, là où il s'agirait précisément de leur fournir des appuis matériels et collectifs leur permettant d'exercer ce pouvoir. Après, genre, on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'article, mais moi je comprends aussi un peu d'où vient le concernisme. Parce que, en fait, on a quand même eu tout au long de l'histoire de nos luttes, par exemple dans la lutte féministe, des gens, des mecs en règle générale, qui viennent nous donner des leçons sur qu'est-ce qu'on devrait vivre, qu'est-ce qu'on devrait faire, ça devrait être quoi la lutte. Et je pense qu'il y a un peu ce sentiment, le concernisme vient aussi un peu de ce truc-là, quoi. De ces gens qui nous donnaient des leçons alors qu'ils étaient à la fois pas concernés et surtout que ça n'intéressait pas, en fait. J'en parle dans la partie, bah allez, on va continuer à lire, Beaucoup dans les luttes décoloniales, oui. Cette tentative marquée de redonner le pouvoir aux opprimés a finalement, de redonner le pouvoir aux opprimés a finalement le même effet que leurs oppressions. Ça, c'est un peu comme quand on vous dit que le fétichisme
est un racisme, au même titre que le racisme. Le fait de bander quelque chose, c'est autant un problème que de le détester en soi. Genre si c'est basé uniquement sur de la merde comme ça, tu vois. Les gens qui sont fétichistes des meufs trans sont autant transphobes que les gens qui luttent politiquement contre nous, voire parfois c'est les mêmes personnes, mais bref. Dans une société où l'individu est rendu responsable de sa condition, et donc les plus miséreux responsables de leur misère, et où l'atomisation est la norme, on attendra de l'opprimé qu'il redouble d'efforts pour sortir de sa propre condition. Il se retrouve ainsi isolé face à tous, sommé de se frayer un chemin hors de l'oppression, dans une logique de concurrence au détriment des autres. Moi, j'entrerais aussi, genre, une des raisons pour moi qui a poussé à ce genre enfin, un peu aussi au concernisme, c'est le fait que, en fait, la transitude a, pendant quand même très longtemps, été présentée comme juste un parcours de vie et un truc individuel dans lequel concrètement genre c'est toi, ton histoire, tu sais genre en fait le fait de raconter la transitude que au travers de l'histoire individuelle et du récit que font des personnes trans de leur transition, c'est enlever la politique aussi. C'est vraiment genre finir par dire que voilà, c'est des parcours. Sauf que non, c'est pas des parcours, il y a quand même des logiques structurelles, désolé. L'autonomisme tombe dans le même travers. Dans une logique individualiste, l'opprimé tire sa condition de sa personne et non d'un système ou d'un collectif. La condition est nommée, mais l'existence dans un espace social n'est pas pensée. L'individu est alors conçu comme opprimé en solitaire et non comme pris dans un ensemble de rapports et de structures et d'interactions. C'est ici que naît le concernisme. L'individu opprimé seul n'est pas dans le collectif. Il doit se libérer seul. Ou attendre qu'il y ait une espèce de truc abstrait qui fait que voilà l'entièreté de toute la totalité devient moins transphobe, ce qui bon est pas très basé non plus quoi. Quand un espace lui est concédé, la minorisation qui pèse sur lui le rend trop vaste pour être réellement investi. La force fait défaut, précisément parce que le collectif ne l'assume pas, refuse de la fournir et prendre la responsabilité de ce qu'il produit. Concrètement, en matière d'oppression. Avec une pratique s'inscrivant dans l'immédiateté et dans un espace réduit socialement et géographiquement, la condition trans devient la seule chose qui puisse justifier l'organisation. La classe ne rentre pas en compte. Et la société ne se divise plus entre les travailleurs et les bourgeois, mais entre les trans et les cis. Il est aussi possible que la marginalité et la précarité éloignent trop les milieux autonomistes du mouvement social, et ou que les logiques petites bourgeoises et anti-marxistes de certains éléments poussent des collectifs à rejeter l'analyse d'une société de classe. Parce que, encore une fois, et ça c'est quand même un peu une dinguerie de le rappeler, mais ta classe sociale et ta race sociale, quand t'es trans, c'est trop important pour pas en parler en fait. Ça doit être pris de manière substantielle. T'es obligé d'avoir une analyse de classe pour comprendre la transitude. Sinon, tu finis par être déconnecté. Si ce courant reconnaît maladroitement la société, en tant qu'entité non matérielle, comme responsable de la condition de l'opprimé, la réduction des sujets à des identités d'oppression participe à leur isolement vis-à-vis du collectif. De la même façon que dans les collectifs féministes, de voir les femmes juste comme des victimes, ça prive les femmes de leur agentivité. Ça, c'est un sujet dont j'ai beaucoup reparlé à plein d'occasions, moi, dans des postures où, genre, le fait de m'avoir mise dans des postures de victime, il y a à la fois un côté où on te prive de ton agentivité, et en même temps, on va te surresponsabiliser sur certains trucs, quoi. Donc c'est particulièrement un problème, en fait, ce paradigme-là. En les rendant seuls détenteurs de la vérité, l'autonomisme en fait également les seuls acteurs pour peu que l'opprimé soit dans une situation de minorité numérique, on fait d'un nombre restreint de personnes les seuls responsables de leur organisation. Cette lutte est alors perdue d'avance par un manque matériel de poids, dans un rapport de force impossible. Et ça, de toute façon, on peut le résumer en une phrase très simple, ce truc-là. Genre, les trans, on n'arrivera pas à pouvoir vivre sereinement et à avoir de bonnes conditions matérielles pour transitionner si on ne peut compter que sur les trans. C'est réel, genre, on peut pas, en fait. De la même façon, tu vois que on ne mettra pas fin au racisme si on laisse la pure responsabilité de ça, genre, aux personnes racisées. C'est, genre, d'un point de vue structurel, d'un point de vue de la lutte, on n'y arrivera pas, en fait. Pour avoir un rapport de force avec les puissances réactionnaires et avec les forces de droite et du centre, on ne peut pas compter que sur les trans. C'est pas possible. Si ce courant produit certaines formes d'organisation primaire, ces dernières ne permettent pas aux individus d'accéder à une conscience collective qui dépasse leur milieu restreint. L'individu y est au centre, son identité d'oppression y est respectée, mais celles dont les identités d'oppression se cumulent sont isolées et responsables de leur isolement, parce que la lutte repose uniquement sur elles. Et ça, c'est un peu genre un des gros problèmes qu'on a dans plein d'orgas trans, hein, concrètement, c'est que typiquement, aujourd'hui, la vérité, c'est que personne n'est vraiment efficace
est bon pour gérer les personnes transracisées. Tout le monde galère. Genre, il n'y a pas vraiment de... Bah, nous, à l'OST, évidemment, on fait notre max, à plein de niveaux sur ça, tu vois, mais c'est un vrai problème, quoi. Genre, que ça soit du côté des assos antiracistes, ou que ça soit du côté des assos plutôt LGBT, ce que tu veux, quand on arrive sur certains trucs, on va dire, d'intersection, en vrai, il n'y a plus grand monde. Puisque l'individu est au centre, le collectif ne compte pas et aucune ligne politique ne se dessine concrètement. L'action peut exister, mais elle s'inscrit dans un mouvement à court terme qui répond à une urgence. Et on rappelle c'est quoi notre grande take à l'OST autour de ces questions-là, où nous, du coup, on perçoit l'autosupport en tant que tel comme étant, on va dire, du care à court terme, c'est-à-dire que c'est un moyen pour nous, là, tout de suite, maintenant, de survivre et d'accéder à des moyens de transition, et la lutte politique, c'est du care sur le long terme. C'est-à-dire que la lutte politique permet de se retrouver dans moins de ces situations justement un peu d'urgence dans lesquelles on est obligé de gérer ces choses-là. C'est-à-dire que concrètement, il faut voir ça sur un peu de deux pieds, sur un côté court terme, un côté long terme. C'est que pour pouvoir arrêter de devoir à ce point galérer pour transitionner, il faut qu'on lutte politiquement. Sauf que pour lutter politiquement, il faut qu'on soit capable de transitionner. Donc en fait, il faut jouer sur les deux jambes. Tu peux pas juste permettre à des trans précaires, tout ce que tu veux, de transitionner et t'arrêter là en fait. Genre t'es obligé de vouloir que les choses elles évoluent politiquement aussi derrière. En plus d'isoler les minorités internes, l'autonomisme isole les opprimés de l'extérieur. Puisque l'action ne peut venir que de l'opprimé, ce dernier ne peut recevoir le soutien d'autres opprimés. Cumulerait-il plus ou moins d'identités d'oppression? En se coupant de la possibilité d'organisation commune et d'entraide, la conscience collective d'une oppression totalisante, celle des bourgeois sur les prolétaires, est impossible. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de l'immense cerveau de Lézy, sur lequel j'allais glisser? Oui, en gros, ce qu'elle dit, c'est juste que l'individualisme te coupe de la lutte révolutionnaire. En gros, de ce que je comprends, c'est ça, concrètement. C'est que genre, si t'as une pensée qui est purement identitaire, autour des questions de minorisation, tu peux pas développer une vraie conscience politique de classe qui te permet de voir les rapports de force concrets dans la société qui sont à l'origine de nos oppressions, si je comprends bien. C'est-à-dire que le problème du concernisme, c'est que ça permet pas de penser la totalité. Cette coupure avec l'extérieur a un autre effet. En plus d'empêcher notre classe de se saisir de nos sujets pour que nous ne soyons plus seuls à les porter et de disposer d'un rapport de force suffisant, elle prive notre classe de la possibilité de comprendre en quoi elle est, dans son entièreté, concernée par toutes les oppressions. Si infime sur l'oppression, la lutte de tous les travailleurs gagnera à intégrer toutes les luttes des opprimés. Et en fait, je réagis à un truc, parce que je pense qu'un truc qu'on va nous dire, concrètement par rapport à cette histoire de lutte des classes, c'est de dire que genre on serait un peu class first ou je sais pas quoi par rapport à ces notions-là. En fait, ce qui est important de comprendre, quand on parle de classe de travailleurs, quand on parle d'oppression bourgeoise, en fait, justement, c'est ce qu'on connaît dans la transitude, y compris dans les milieux un peu petits bourgeois, ou même les milieux bourgeois, dans lesquels, en fait, concrètement, on se retrouve à avoir des personnes qui, si à la base ne l'étaient pas, se retrouvent prolétarisées. Et donc, en fait, on parle de travailleurs. Quand on parle de personnes trans, la plupart du temps, on parle de travailleurs, en fait. De la même manière que dans plein d'autres systèmes d'oppression, souvent, un des trucs de base que va faire l'oppression, bah, c'est de prolétariser encore davantage, de précariser encore davantage, justement, les personnes concernées. Et donc, si tu enlèves la dimension lutte des classes de cette analyse-là, tu peux pas comprendre le fond du problème, genre. On oppose bien souvent au discours unitaire une peur d'assimilation ou de récupération. Or, il n'est nullement question ici de se fondre dans un cadre qui effacerait les singularités, mais bien de chercher des appuis auprès de celles avec qui nous partageons des intérêts matériels, notre classe et plus largement le mouvement social. Et ça, je suis entièrement d'accord. En fait, on a les mêmes intérêts concrets, matériels, que les marxistes plus classiques, que les antiracistes basés matérialistes, tout ce que tu veux. En fait, on a les mêmes intérêts concrets, matériels, donc c'est pour ça qu'on peut faire cadre unitaire. C'est pas une question de faire unité pour faire unité, comme on nous casse les couilles avec l'union de la gauche depuis genre super longtemps. On parle pas de ça. Là, on parle d'un cadre qui est rendu possible aussi par une analyse qui est relativement commune et des intérêts communs surtout. C'est ça qui permet le cadre unitaire. C'est pas juste faire l'unité pour faire l'unité parce que l'unité serait une valeur en elle-même. Qu'il s'agisse des conditions de travail, de l'autonomie corporelle ou du colonialisme, certaines catégories sont certes plus directement touchées que d'autres, mais à terme, toutes et tous ont intérêt à lutter d'un même élan. Et d'ailleurs, je trouve que ça se voit quand tu regardes nos adversaires. Concrètement, les cibles prioritaires de la droite et de l'extrême droite, c'est les Noirs et les Arabes, et les Latino-Américains quand t'es du côté des États-Unis, et les trans.
Et ça leur sert à justifier quoi? De baiser le code du travail. Tout s'articule autour à la fois de la question du travail, de la question de ces différentes minorités. C'est pour ça qu'on a ces intérêts communs aussi. Parce que je pense que eux le voient très bien. Ils voient très... Enfin, genre, ça a l'air parfois plus clair à droite que à gauche, ce genre de questions. Les oppressions ne relèvent pas d'une addition de fautes ou de violences individuelles. Elles forment un système cohérent, un ensemble de rapports qui nous traversent et nous contraignent collectivement selon des modalités différentes. C'est un peu ce que j'expliquais, mais avec des plus jolis mots. En envisageant une unité de classe de tous les travailleurs opprimés, on crée la possibilité d'une prise de conscience commune dont émane un travail de lutte commun, ainsi qu'une application commune des stratégies et des revendications. Les diverses luttes deviennent l'affaire d'une classe unie et non de fronts isolés, soutenus de loin par souci moral lorsqu'il y a un intérêt électoral, ou complètement abandonnés, faute d'organisation claire ou de stratégie. La proposition unitaire se distingue également de la proposition concerniste en ceci, l'oppression se manifeste de diverses manières, mais elle est totale et pèse sur toute notre classe avec plus ou moins de force. Il faut donc répartir le poids de celle-ci et nous appuyer sur notre classe. L'organisation des opprimés entre eux est primordiale pour la constitution d'actions, d'un discours clair et basé sur la compréhension de son oppression. Mais ce n'est que la moitié du chemin. La compréhension de soi est essentielle, mais elle se fait comprendre et entendre des autres qui changent la donne. Ouais, moi je suis vraiment d'accord avec ce point-là, où genre pendant hyper longtemps, on a eu l'impression que la lutte trans, c'était de la pure formation. C'est-à-dire que concrètement, l'objectif de la lutte trans, c'était juste rendre les gens moins transphobes. Et ça, c'est un problème. Parce que désolé, mais nous, les personnes trans, on a d'autres besoins. On n'a pas juste besoin que les gens arrêtent d'être ouvertement transphobes. Et le fait que les gens arrêtent d'être ouvertement transphobes ne va pas régler nos problèmes et ne va pas nous permettre d'accéder vraiment à une transition de façon autonome des institutions. Genre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et de la même façon que j'ai ce discours-là aussi sur le féminisme. C'est-à-dire que pour moi, il faut sortir de l'idée que le féminisme, c'est juste former les hommes à être moins des merdes. Genre, parce que déjà, ça revient à laisser la responsabilité de la fin du patriarcat aux hommes, ce qui est un problème. Ensuite, c'est partir du principe que le sexisme ne proviendrait que des hommes, ce qui est aussi complètement débile. Désolé, mais les femmes sont tellement sexistes, à tellement de niveaux, et genre quand on est des meufs trans, on le voit très fort. Donc en fait, sortir de cette idée que il suffirait de faire de la théorie et de la formation, et vraiment rentrer dans la pratique, et chercher à vraiment améliorer nos conditions matérielles. Genre, c'est ça que j'essayais de dire. L'organisation des opprimés devient alors un moyen de faire porter son discours plus loin que chez les concernés, de dépasser cette frontière qui sépare des non-concernés en leur faisant prendre part, selon des modalités, à son combat. On construit une classe dans la compréhension des oppressions des autres et de son articulation à la sienne, et donc à travers des luttes menées dans l'unité. L'assimilation se fait par le capitalisme, mais sans doute pas à travers la conquête de nouveaux droits. Et ça, je suis d'accord, il y a eu plusieurs choses. Et d'ailleurs, la chose, c'est également vrai dans le féminisme. Mais nous, on n'est pas juste là pour avoir de nouveaux droits. Notre bataille n'est pas légale. Genre, on ne se contente pas de vouloir modifier la loi et hop, c'est réglé. Une fois que sur la loi, tout le monde est égal sur le papier, fin des oppressions trans. Genre, la preuve que ça marche pas, c'est que sur le papier, a priori, bon, à quelques exceptions près, les droits pour les femmes, ils ont beaucoup évolué, tu vois. Genre, les femmes, elles ont le droit de voter maintenant, elles ont le droit d'avoir leur propre carte bleue, ce genre de choses. Enfin, les droits des femmes, ils ont avancé. Mais ça n'a pas suffi du tout à mettre fin au patriarcat. Au contraire, il s'est même pas mal adapté à ça, en fait, pour continuer d'exister, malgré l'absence de structure légale qui lui permettait de se reproduire. Et aujourd'hui, le patriarcat existe encore genre à balle. Et la simple conquête des droits n'est toujours pas suffisante. Même si c'est important. Et il y a toujours des droits qui seront menacés, et il y a toujours des droits qu'il faudra défendre, genre le droit à l'avortement, ce genre de choses. L'assimilation passe par la concession et l'adhésion à un projet qui ne peut être que réactionnaire. L'assimilation au mouvement social, en ce qu'il lutte pour l'amélioration des conditions des travailleurs, n'est pas possible. La lutte dans le mouvement social est une exacerbation de notre existence en tant que telle. On n'est plus opprimé sous le capitalisme, on est opprimé aux côtés de notre classe. Et en même temps, c'est logique quoi, ça ressemble, enfin c'est vraiment la vision que nous on critique H24 du pseudo-universalisme qui consiste juste à être un uniformalisme. C'est vraiment ce discours de merde à base de pour accepter tes différences, faudrait que tu acceptes de les faire disparaître. C'est vraiment ça la pensée assimilationniste. C'est vraiment en mode je t'accepte à condition que tu arrêtes d'être différent. Il y a de quoi craindre la récupération. Les réformistes en sont les champions et contribuent largement à l'assimilation des opprimés dans un projet qui reste celui du génocide
de l'exploitation et de la destruction. CF, les conséquences du mariage pour tous, hein, encore une fois. L'émergence de l'homonationalisme, tous ces trucs-là, quoi, concrètement. Ils tentent de se saisir grossièrement des luttes des opprimés pour en faire les porte-voix uniques et selon leurs conditions, et finissent par isoler les opprimés entre eux et vis-à-vis du mouvement social. L'adoption du mariage gay, par exemple, a largement contribué à désorganiser les homosexuels entre eux, à dépolitiser leur existence en tant que sujet confronté à une homophobie systématique et à faire récupérer leur lutte par la réaction, notamment sous la forme de l'homonationalisme. On peut aussi noter d'ailleurs qu'en plus de ça, à l'époque où le PS faisait trop en mode les alliés des homosexuels, à la fin, ils ont surtout instrumentalisé la lutte contre l'homophobie. Hein. C'est-à-dire qu'au final, durant tout le quinquennat de Hollande, le mariage pour tous, vu que c'était la seule mesure à peu près vraiment de gauche qu'ils ont jamais fait, et ils l'ont poncé jusqu'au bout, genre, ils l'ont exploité, ils l'ont essoré, genre, ils ont tout fait pour que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'était le seul truc vraiment de gauche qu'ils ont essayé de faire, soi-disant de gauche qu'ils ont essayé de faire. Et vous savez, ça a mené à quoi, ça? La création et l'organisation de la manif pour tous. Le PS est responsable de l'organisation des forces transphobes au moment de la manif pour tous, qui a été le gros moment d'organisation des forces à la fois homophobes et anti-trans. Enfin bref, ils ont vraiment joué contre nous. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand ça les arrange. Force est de constater que les organisations arborant un vernis révolutionnaire ne manquent pas. Oui, enfin bon, après, franchement, genre, moi, je me pose vraiment des questions. Le fameux vernis révolutionnaire. Est-ce que au bout d'un moment, quand t'es une orga révolutionnaire, mais que dans les faits, les seules actions concrètes que tu fais d'un point de vue militant, c'est participer à un média, genre faire de la communication, te présenter aux élections et participer à des manifs. Est-ce que dans les faits, dans la pratique politique, qu'est-ce qui distingue une orga qui prétend être révolutionnaire mais qui se contente de ça, d'une orga qui serait juste institutionnelle, électoraliste? Si dans les faits de la lutte politique, c'est exactement la même chose, mais que la seule différence, c'est juste une posture idéologique, est-ce que, genre, on peut vraiment parler d'orga révolutionnaire? Enfin, moi, je suis désolé de poser ça comme ça, mais ça me pose un peu un problème. Et révolutionnaire, c'est pas une posture théorique. Il faut arrêter avec ça. Genre, être révolutionnaire, c'est avant tout une pratique. Donc, si t'as aucune pratique révolutionnaire, mais que tu prétends avoir une posture révolutionnaire, est-ce que c'est pas un peu du gaslight? Je sais pas, hein. Force de constater que les organisations arborant un vernis révolutionnaire ne manquent pas, tout comme ne manque pas leur incapacité à agir lorsque l'oppression se déploie en leur sein même. C'est précisément pour cette raison que l'organisation des opprimés, entre eux, demeure primordiale. Il ne saurait être question de se dissoudre dans des structures qui neutralisent les voix qu'elles prétendent défendre. Les organisations d'opprimés constituent à ce titre une condition sine qua non pour se prémunir contre la récupération et l'assimilation. C'est là que vous voyez que le discours il est intéressant. Parce qu'en fait, tu peux avoir un discours. C'est ça, en fait, je pense que cette partie-là, les gens, ce qui est vraiment important, si je dois essayer de synthétiser, on n'a pas fini, mais si je dois essayer de synthétiser ce qu'on essaie de dire depuis le début de cette partie sur le concernisme, c'est que concrètement, non au concernisme, mais on a quand même besoin d'organisations spécifiquement trans. Par contre, on a besoin que ces orgas trans puissent lutter dans un cadre unitaire. Et que on se contente pas de dire que juste, voilà, les trans ont forcément raison sur la transidentité, sur la transitude parce qu'ils sont trans. Déjà, c'est complètement con, on n'est pas d'accord entre nous. Bon, déjà chiant. Et ça nous isole aussi, ça nous isole. Nous, on a besoin de pouvoir exister aussi par rapport à nos violences spécifiques qu'on est en train de vivre, mais au sein d'un cadre unitaire de lutte des classes. Dis-moi si je me trompe, Lizzie, hein. Mais je crois que c'est vraiment ça, le cœur du sujet, c'est de dire non au concernisme, mais ça veut pas dire que du coup, faut pas qu'il y ait d'orgas trans. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait d'orgas antiracistes ou ce que tu veux. Ça veut dire qu'il faut que ces orgas existent, mais il faut pas qu'elles soient seules. C'est pas possible. Et le concernisme les isole, justement. Pour ce qui est de retrouver du pouvoir en tant qu'opprimés, nous ne pourrons en disposer que si nous sommes seuls et les volontés d'autosuffisance ne suffisent pas. Nous ne pourrons en disposer. Donc en gros, genre si on se contente d'être tout seul, on pourra jamais y arriver. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Genre les trans, on peut pas compter que sur les trans si on veut vraiment que notre vie s'améliore. C'est pas possible. Le pouvoir réside dans notre capacité collective à faire changer le réel. Nous ne pouvons le changer lorsque nous sommes isolés. Nous ne pouvons que constater et combler des trous. Cette charge supplémentaire nous empêche de voir plus loin. Pour changer le réel, il faut influer sur la structure. Et il n'y a pas que les élections pour faire ça. Et il n'y a que notre classe, tout entière, agissant en tant que telle, qui en est capable, par la lutte, par l'instauration d'un rapport de force. Il en va du salut de tous les opprimés, de se faire entendre du reste de leur classe. Dans un contexte de réaction grandissante, nous ne pouvons pas miser sur la clandestinité totale
est la marginalisation comme marqueur de radicalité. S'effacer avant que l'on nous efface est le meilleur moyen d'empêcher quiconque d'être témoin lorsque nous subirons les foudres du fascisme. Être les acteurs de notre propre malheur et peut-être de notre mise au banc, de notre disparition, n'est pas concevable dans une stratégie qui envisage sérieusement la victoire et l'émancipation collective. Il ne faut pas que le reste des travailleurs puisse fermer les yeux. Ils doivent voir que nous sommes là, parmi eux, organisés et en lutte. Et surtout qu'on fait partie de eux en fait. Genre, on est les travailleurs en fait au bout d'un moment. Alors seulement, ils comprendront ce que nous vivrons, ce que nous avons en commun, et ils ne pourront pas rester les bras ballants face à ce qui nous opprime et nous menace. En opposition à l'opprimé, et pour des raisons similaires liées à un individualisme se traduisant dans les cadres d'organisation, il existe une autre position dans les milieux autonomistes. C'est super intéressant, très très basé. Très bon passage. D'ailleurs, en fait, moi, ça me fait presque penser à un certain truc, tu vois. Genre, lorsque t'as, vous savez, l'extrême droite qui critique la gauche, comme quoi, en fait, on irait chercher dans les populations racisées un prolétariat de remplacement ou un prolétariat de rechange. Alors qu'en vrai, c'est évidemment des grosses conneries. Parce que, en fait, le problème, c'est déjà que de base, la gauche ne les a pas vus comme ça, en fait. Le problème, c'est que dans les organisations de gauche, révolutionnaires ou ce que vous voulez, à plein de moments, on a refusé de voir que telle minorité, telle classe, tout ce que vous voulez, étaient concrètement des prolétaires, en fait. Et avec des difficultés spécifiques, avec des trucs spécifiques par rapport à leurs existences. Enfin, attendez, prenez un exemple tout con, les putes. C'est encore un débat aujourd'hui, de savoir si les putes sont des travailleuses. C'est quand même une dinguerie. Enfin, je suis désolé. Genre, le fait de reconnaître ça, le fait de reconnaître que les trans, on est rendus précaires à plein de moments, et ce qui fait de nous, quand même, de façon assez largement, des prolos, des travailleurs, des travailleuses, on se retrouve confronté aux mêmes problématiques que, par exemple, la lutte des putes, sur le fait que on ne nous voit pas comme des travailleurs. Et au bout d'un moment, genre, il va falloir le reconnaître, parce que, c'est dans le nom, travailleuse du sexe. Mais bref. On va continuer sur l'article, je vais arrêter de me perdre dans mes pensées, et on va essayer de parler, du coup, du deuxième grand chapitre de cet article, autour de la question du leader. Et on va parler, je pense, de ce truc d'absence de chef, d'absence de cadre, et en quoi ça finit par faire émerger des chefs un peu autoritaires, en fait, concrètement. C'est ça le problème, hein. La fétichisation du leader. Un leader peut apparaître de multiples façons dans un collectif. Si le courant unitaire fait bien souvent le choix de les nommer directement à travers des structures qui cadrent leurs actions, l'autonomisme a une toute autre approche. En principe, il ne prévoit aucune figure dirigeante, récusant l'idée même qu'un rôle de ce type doit être institué. Cette absence d'institution ne signifie pourtant pas l'absence de leadership. Des figures émergent, mais sans cadre explicite, sans mandat défini, puisqu'elles demeurent, officiellement, des militants parmi les autres. Un leader peut être celui qui guide, celui qui agit le plus, celui qui a le plus de charisme, celui qui parle bien, ou encore celui qui sait. Étant donné les trajectoires de vie multiples des individus, un collectif se retrouve forcément avec quelqu'un qui est le plus, ou qui a le plus, et qui, par conséquent, est plus à même de devenir un leader, malgré lui, ou malgré les autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment basé. Parce que pour le coup, le nombre de fois où je me suis retrouvé dans des situations où t'avais un chef, mais que par une pensée libertaire un peu bébête, on refuse d'officialiser le fait que ce mec a du pouvoir, ça finit juste par invisibiliser les rapports de force, et ça finit juste par créer des leaders. Ça finit juste par créer des gens qui finissent par prendre les décisions pour un peu tout le monde, qui finissent par avoir plus d'influence que les autres, etc., etc., etc. Et quand on te donne du pouvoir, mais que tu refuses de le rendre officiel, quand tu refuses de faire en sorte de le mettre sur papier, d'avoir vraiment un mandat, au final ça te donne encore plus de pouvoir. Parce que les limites de ce pouvoir ne sont même pas définies correctement par un cadre. Donc c'est d'autant plus violent. Deux dynamiques sont alors observables. Le leader est idéalisé par les membres du collectif. On projette sur lui une forme d'anti-soi, un reflet inversé de sa propre personne. Le leader est forcément capable quand les autres ne le sont pas, puisqu'il est plus, puisqu'il a plus. Le collectif se repose sur lui pour décider. Peut-être que grâce à son attirail, le leader parvient à convaincre davantage. Ces dynamiques s'auto-alimentent tant que le leader offre des solutions aux effets positifs, ou qu'il parvient à reporter l'échec sur un autre facteur que son action. Dans un autre temps, le leader ne se contente plus d'agir. Il se met en scène. Il projette une image, travaille sa présentation, choisit ce qu'il veut rendre visible et ce qui doit rester dissimulé. Pour se protéger, lui ou sa place dans le collectif, il va sélectionner ce qu'il montre aux autres, soit pour correspondre à l'image qu'on a de lui, soit pour casser la dynamique. La distance qu'il entretient avec le groupe, isolement discret ou surplomb assumé, lui confère cette marge de manœuvre, du moins jusqu'à ce que les contradictions entre son image et la réalité deviennent trop fortes et que sa place
soit remise en question. Bien qu'un cadre dans l'action ne soit pas la garantie d'éviter l'idéalisation d'un leader et la projection de sa propre image, son absence rend sa position d'autant plus floue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un leader qui fait plus, qui fait mieux, ou du moins qui en donne l'impression, obtient alors un statut d'être un peu exceptionnel. Cette place dans le collectif est alors une ouverture aux abus de pouvoir et d'autorité. C'est ce que je vous disais quand je vous parlais de ces squats qui sont autogérés, mais où il y a quand même un chef et il s'avère que c'est un violeur. Comme la dynamique d'idéalisation est collective, le leader est moins remis en question, moins critiqué, certes plus scruté, mais à travers un prisme toujours idéalisé. La critique et la remise en question ne sont pas absentes, mais elles ont un coût, aussi bien pour le leader que pour la personne qui l'émet. La place du leader suppose une forme d'adhésion minimale. Elle repose sur une reconnaissance affective et symbolique sans laquelle elle ne tiendrait pas. Dès lors, contester le leader ne revient pas forcément à discuter une orientation. C'est prendre le risque d'apparaître en rupture avec le groupe lui-même et donc de s'exposer à l'isolement. PS, c'est aussi ce qui se passe quand on l'accuse. Car lorsque le leader est critiqué, ce ne sont pas seulement ses décisions ou ses propositions qui sont attaquées, c'est l'image qu'il donne. Une partie de sa personne. En d'autres termes, la critique est vécue comme une violence. Et la défense ou la répression est un moyen de protection de sa personne. Ce n'est plus une question politique, mais d'interpersonnel, qui a souvent pour conséquence l'isolement de la personne à l'origine de la critique. Si un leader est au centre des critiques, lorsqu'il échoue, c'est également lui qui récolte les lauriers lorsque le collectif travaille dans une bonne direction, que ce soit grâce à lui ou non. En plus de venir renforcer sa place, le collectif est sorti de l'équation. Le leader devient le collectif, le visage de ce succès. Il en résulte alors un récit libéral en ce qu'il omet le travail collectif, la force et la nécessité de l'organisation. L'être exceptionnel devient responsable du réel à travers un récit volontariste de l'individu. L'avènement de ces leaders a deux autres conséquences. Le leader est à la fois déshumanisé en ce qu'il devient un concept, une ligne et une idée, et super humanisé en ce que ses capacités exceptionnelles sont reconnus par le collectif, mais également en dehors de celui-ci, son petit récit. Aucun facteur humain dans son action n'est pris en compte. Le leader n'est plus humain, il est au-dessus et en dessous de l'humain. Cette fétichisation est un frein à l'organisation et à la progression de celle-ci. Un leader qui ne peut être critiqué en tant que tel doit forcément être, entre guillemets, tué, afin qu'il puisse céder sa place. Il ne peut qu'être porté en héros ou abattu comme un chien. Cela serait-il mérité ou nécessaire ? C'est le collectif qui en pâtit lorsque la guillotine doit trancher. S'être reposé sur un leader sans avoir cadré sa place implique qu'au moment de la rupture, tout est à reconstruire. La légitimité, la coordination, la confiance. Le leader est parfois trop central et sa fin peut donner le glas du collectif. Et ça, c'est vraiment réel. C'est pour ça que nous, on insiste autant sur l'importance d'avoir un mandat de confiance, un mandat qui est révocable et que les choses soient clairement établies. Que le rapport de force il soit sur le papier, qu'on puisse en parler correctement en fait. Parce que sinon, ça fait des abus, ça fait ce truc de fétichisation en fait. Alors, ça peut paraître un peu, je pense, contradictoire à certains moments de se dire que mettre un cadre pour faire en sorte que ces choses-là soient définies correctement, on pourrait penser que c'est ça qui mène à la fétichisation d'un leader. Alors qu'en fait, c'est plus l'inverse. C'est plus l'absence de cadre, le côté flou qui va créer cette fétichisation. D'où l'importance du cadrage. Instituer des limites, définir un mandat, inscrire l'action dans des procédures partagées, tout cela permet de réduire ce coût et d'assurer un contrôle démocratique effectif. Sa place ne tient alors pas à son action, à son savoir ou à son charisme, mais l'existence du collectif. Son pouvoir est strictement technique et non personnel. Il ne répond pas à une capacité individuelle d'action, mais à un besoin collectif, établi par le groupe, avec des limites en adéquation avec la mission donnée. A l'inverse, en l'absence de mandat explicite ou de tâches précisément définies, la fonction se confond avec l'individu. Très bien dit. Le leader dispose alors d'une latitude quasi totale, propice aux dérives, le viol, et à la confusion entre intérêt collectif et intérêt propre. Ce n'est plus la mission qui oriente l'action, mais la personne qui détermine la mission. Et c'est précisément ce renversement que l'organisation, si elle veut durer, ne peut se permettre d'ignorer. Et moi je rajouterais aussi un truc qui est un peu réel et qui manque dans beaucoup de pensées anarchistes et autogestionnaires justement. Je reste quand même assez opposé à l'idée d'avoir des leaders. Et pour moi, moins on a de leaders, même si c'est bien fait sur le papier, que c'est des mandats de confiance que tu veux, je suis quand même plutôt contre. Mais le fait est que y compris à plein de moments importants de mouvances, de mouvements aussi anards, il y a eu des trucs de représentation, il y a eu plein de trucs comme ça. Enfin, on avait regardé le documentaire sur la révolution espagnole où en fait quand tu fais de la guérilla, il y a forcément un mec qui s'occupe de la coordination, tu vois. Mais
Moi, ma grande take que j'ai avec ça, c'est l'idée que si vraiment vous voulez pas avoir de leader, ou si vous voulez avoir des leaders qui ne sont pas des menaces pour la dimension révolutionnaire de votre mouvement, il faut qu'il y ait suffisamment de bonnes règles. Si vous voulez pas avoir un chef qui vous dit quoi faire, il faut que vous puissiez vous référer à des règles, avoir une vraie discipline, avoir un vrai cadre et avoir une vraie organisation. On finit genre dans une pensée quasi... je vais dire libertarienne pour faire chier, pour casser les couilles. Mais en vrai, c'est un peu ça, tu vois. Genre en mode pas de règles, pas de chef, pas de cadre. En fait, ça finit par donner juste l'émergence, comme on disait, de leaders un peu naturels. Et si tu veux éviter d'avoir ce genre de dérive, il faut mettre un cadre. Ces leaders ne sont pas inéluctables, mais dans un système où même l'oppression nous pousse à l'individualisme, à marcher sur les autres pour nous en sortir, il faut prévenir leur apparition à travers des cadres. Des cadres qui définissent la place de ceux qui veulent faire plus, de ceux qui savent et ceux qui peuvent, qui empêchent que le collectif ne devienne une entreprise de profit personnel ou individuel. Un cadre qui collectivise les accomplissements parce que le rôle de ces leaders a été défini et pour tout le collectif. Putain, j'en avoir un parallèle. Vous voyez les startups qui vous disent « Non mais en fait ici, il n'y a pas de hiérarchie. On est une grande famille. Nous, ici, en fait, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Genre, non, on est avant tout une grande famille. » Vous voyez comment ce discours qui cherche à invisibiliser les rapports de force concrets entre des patrons et leurs employés permet justement de créer de la violence. Tenter d'invisibiliser le rapport de force, c'est vraiment un des moyens de lui donner plus de pouvoir. T'es obligé de regarder les choses un peu concrètes, de regarder c'est quoi les rapports de force un peu sérieux, parce que juste tout mettre sous le tapis et dire non mais en fait nous, on est avant tout des super copains. Oui, il y a quand même un patron et des employés. Tu peux pas juste balayer ça d'un revers de la main en disant mais on est tellement potes. Et c'est un peu pareil dans les milieux militants. Tu peux pas avoir genre ce truc de non mais nous, on est une grande famille. Donc il y a pas de chef. Et puis t'as une personne qui prend toutes les décisions genre, et qui est une des seules à pouvoir tout faire basiquement. Il y a des tâches valorisantes, genre estrimeuses, qui impliquent un pouvoir par la coordination de l'action des autres et une accumulation de connaissances. La coordination n'est pas qu'une affaire d'efficacité, mais également de choix politiques. La coordination d'action doit alors répondre à des lignes et des décisions prises collectivement, non à des choix individuels faits sur l'instant par une personne non désignée par le collectif, et dont l'autorité se baserait sur une voix plus puissante que les autres. Ainsi, la qualité de leader ne serait pas une affaire de choix politique, mais d'application de la décision collective. Ce cadrage de l'action permet également de rendre responsable le collectif. Ce n'est plus le leader qui ça c'est un truc qui est hyper important et que plein de gens comprennent pas dans le mandat de confiance. Genre, quand tu donnes un mandat de confiance à quelqu'un, pas forcément un truc de leader, mais n'importe quel mandat de confiance, si jamais la personne qui avait ce mandat échoue à la tâche qui lui a été assignée, c'est pas sa responsabilité uniquement individuelle et personnelle. Ça devient la responsabilité du collectif. Parce que, précisément, c'est pas la personne en elle-même qui a décidé de prendre cette responsabilité, mais c'est le collectif qui lui a donné, et donc si elle échoue, c'est le collectif qui est responsable. Vous voyez le switch ? On disait ce n'est plus le leader seul qui peut revendiquer une victoire ou rendre des comptes après un échec, mais bien le groupe qui se remet en question sur ses choix politiques, sur ses instructions et sur ses analyses. La critique et l'autocritique cadrée et constructive en vue de l'amélioration du groupe sont les outils idéaux. Il ne s'agit pas d'attaquer qui que ce soit, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé, de s'améliorer, de se corriger sans effusion de sang si la tête d'un leader venait à être coupée. Ce cadrage protège tout le monde. Le collectif décide de la place du leader, de sa conduite à tenir, et surtout se protège contre les abus de pouvoir possibles. Si le risque zéro n'existe pas, il est toujours plus simple de se débarrasser d'un leader abusif lorsque tout cela a été pensé, plutôt qu'au milieu d'une guerre intestine. Et ce cadrage ne protège pas seulement le collectif, il protège aussi le leader lui-même. En instituant sa fonction, on l'empêche de devenir une figure d'exception, tour à tour monstrueuse ou héroïsée, fétichisée quoi, déshumanisée parce que surhumanisée. Il devient un membre investi d'une tâche et non l'incarnation du groupe. S'il commet des erreurs, ce n'est pas sa personne qui est attaquée, mais ses actions qui sont remises en question. Dès lors, sa place ne relève ni d'une conquête individuelle, ni d'un capital accumulé par l'effort, le savoir ou le charisme. Elle ne lui appartient pas en propre. Elle lui est attribuée consciemment par le collectif, pour une mission déterminée, dans un cadre défini et révocable. Et ce que le collectif a donné,
il peut le retirer si les objectifs ne sont pas remplis, ah bah voilà, ou si les limites sont franchies. La fonction cesse d'être un attribut personnel, elle devient une délégation révocable. Cette organisation nécessite évidemment une discipline mutuelle entre le leader et le collectif. Il convient alors de définir des limites aux relations entre les individus dans le collectif. Le fonctionnement du groupe ne se base alors plus sur l'affinité politique ou interpersonnelle, mais sur un rapport de camaraderie qui pose des droits, des devoirs, un début défini et des limites dans l'interaction. Et ça me fait penser à plein de trucs que je dis beaucoup sur cette chaîne. Moi, en tant que tel, c'est ouf, mais les personnes avec qui je m'entends le mieux sur la plateforme, les personnes avec lesquelles j'arrive le plus à travailler, avec lesquelles on arrive le plus à avoir un discours intéressant, c'est pas les gens dont je suis le plus proche politiquement. C'est les gens avec lesquels j'ai un vrai sentiment de camaraderie. Je pense que c'est pour ça que ça a bien accroché entre nous et la Paddu hyper vite. C'est parce qu'il y a un truc assez naturel qui se ressent derrière ce côté d'être des camarades. Vous voyez ce que je veux dire ? Et souvent, c'est un peu ce truc qui fait que, d'accord, pas d'accord sur le fond, le rapport à la camaraderie, finalement, devient franchement presque plus important que les désaccords de ligne et ce genre de choses. Surtout dans une période de radicalisation, de la réaction, de montée du fascisme. D'autant plus que si t'es en désaccord avec quelqu'un, si tu veux genre le convaincre pour être en accord avec lui, t'es obligé déjà de toi te laisser vulnérable à toi-même être convaincu. Et pour ça, t'es obligé d'avoir un vrai rapport de camaraderie avec la personne. Parce que tu peux pas le voir comme un ennemi si tu veux le convaincre. Surtout dans notre propre camp. Ouais, l'équipe, vous imaginez pas à quel point on se fout sur la gueule sur des désaccords politiques au sein de la Fange, et pourtant c'est hyper chill. Mais exactement. Genre, nous, faut pas croire que à la Fange, ce qui nous unit avant tout, c'est une ligne politique solide, même si en vrai on a quand même une vraie ligne politique, tu vois. Genre on fait référence au marxisme trans. Genre pour le coup on est transmatérialiste, ça c'est notre ligne, on va dire. Mais au sein de cette ligne, les gens, on peut penser plein de choses, et on peut aussi penser d'autres choses que ce genre de lutte. Donc oui, effectivement, nous on a des désaccords sur les trucs par rapport à la Fange, mais on a un tel rapport de camaraderie entre nous que c'est pas important. Genre, au contraire, c'est ce rapport de camaraderie qui permet d'avoir le débat. On est marxiste, mais Loki, on a des désaccords majeurs sur plein de trucs. Ouais, exactement. Bah, tu vois, on pourrait reparler de la France Insoumise. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, j'ai la flemme là. La camaraderie ne désigne pas simplement la bienséance de mise lorsque l'on milite ensemble. Oui, c'est plus que du simple respect mutuel. Mais bien un ensemble de codes que l'on pratique en prenant en compte les divers biais oppressifs que nous inculque la société capitaliste et dont nous sommes tous les reproducteurs. Quelque part, le cadrage du leader, de sa relation au collectif et des relations dans le collectif nous prépare à des relations nouvelles telles qu'elles pourraient être dans une autre société. Mais je suis vraiment en accord avec beaucoup de choses sur ce qui est raconté dans cette partie-là de l'article, autour de la question du leader. Mais bref, ça vous dit, on parle un peu d'horizontalité ? La fétichisation de l'horizontalité. L'avènement de leader n'empêche pas la fétichisation de l'horizontalité. J'ai l'impression que je parle de ça déjà. Un leader peut avoir sa place dans un collectif qui se veut horizontal. La fétichisation de l'horizontalité peut être résumée, de façon schématique, par ce que l'on appelle l'ultra-démocratisme. Ah, je vois ce que tu voulais dire. Une situation où le processus prime sur les besoins matériels, l'efficacité de l'action ou l'accessibilité réelle des décisions. Le processus démocratique trop long est finalement le résultat de plusieurs facteurs. Ça, c'est vraiment un enfer, les gens. Ça, c'est vraiment un enfer. Pour moi, il y a un peu deux façons de voir ce que Lizzie essaie de dire là. Il y a, d'un côté, il y a les collectifs qui disent « Non, mais en fait, il n'y a pas de chef, parce que tout le monde est le chef. » Et là, du coup, ça devient un peu un enfer. Parce que, bah, de fait, tout le monde a quand même un peu trop de pouvoir, et du coup, les choses n'avancent pas vraiment, parce que les contradictions internes deviennent ingérables à partir de ce moment-là. Et donc du coup, bah, en fait, un PB, de juste partir du principe que tout le monde est le chef, mais sur l'incarnation de ça, de l'ultra-démocratisme, et qui fait câbler plein de gens, pour le coup, dans les milieux militants, c'est aussi lié à un fétichisme du vote et du consensus. C'est partir du principe que n'importe quelle décision, même des micro-décisions, doivent être prises par le collectif, et si jamais tu ne respectes pas ce truc-là, on va te le reprocher. On va te reprocher du coup d'être autoritaire, paternaliste, tout ce que tu veux, tu vois. Et de base, vous vous rendez bien compte à quel point, si le moindre truc que tu dois faire, tu dois vérifier la validation de tout le monde, non seulement ça va te fatiguer toi, parce que ça va te paralyser, mais ça va surtout fatiguer tout le monde. Et il y a beaucoup de burn-out militants qui sont liés à ça. Liés au fait que, genre, il faut impliquer tout le monde dans la moindre prise de toutes les décisions. Ouais, stop en fait, non, c'est trop, genre... Tout d'abord, une frilosité, voire d'une lâcheté politique. Donc là, on était sur les différents facteurs du processus démocratique, d'hyperdémocratie. Par crainte de la désunion, de l'isolement ou de la confrontation ouverte, le collectif va sans cesse repousser la décision après un processus interminable. Oh, ça, je l'ai vraiment tellement connu, putain. Ce moment où, genre, tu n'arrives pas à structurer ton mouvement, par exemple, parce qu'il y a plein de gens qui sont en désaccord, et du coup, tu dis, bon...
On va réfléchir maintenant et on prend la décision à la prochaine AG. Puis du coup, à la prochaine AG, t'arrives toujours pas à prendre la décision. Du coup, tu essayes tu débats. Et ensuite, tu dis, bon, on prendra la décision à la prochaine AG. Puis ensuite, genre, ça marche toujours pas. Du coup, tu commences à faire des AG sur la question de la structuration. Et tu finis par faire, genre, des AG pour préparer tes AG à l'aide. Vraiment, genre, à l'aide. Aucune ligne ne doit émerger afin de ne pas cliver. Mais alors, aucune discussion politique n'a lieu, ni ne mène à une action claire et inscrite dans le long terme. L'absence de ligne ou de décision est alors considérée comme démocratique et acceptable. Ce qui révèle d'une incapacité à trancher est interprété comme une vertu procédurale. Ce qui doit être à l'origine le processus le plus démocratique possible peut ainsi se transformer en un enfer bureaucratique. Les méthodes de décision se multiplient et s'enchaînent et les débats n'en finissent pas. Et genre, lorsque tu passes plus de temps à débattre des actions que tu dois faire que d'agir, je pense qu'on peut parler d'inefficacité. Seuls peuvent suivre les leaders rompus à l'exercice de l'ultradémocratisme. La participation, et encore une fois, on en revient du coup aux gens qui ont un capital militant plus grand que les autres. La participation du collectif au processus n'est alors plus affaire de meilleures décisions, mais de meilleurs leaders. Et lorsque le débat s'embourbe, il ne reste plus que les leaders pour participer au processus de décision. Le tri est fait, et le collectif, initialement prévu pour être horizontal, devient un lieu d'organisation pour une minorité qui sait, qui fait et qui est la plus charismatique. Soit ça devient une machine à broyer les humains. Parce que du coup, tu finis aussi parfois dans certaines orgas à avoir une absence de cadre et une pensée ultra démocratique, etc., avec toutes les dimensions qu'on a parlé juste avant, qui du coup mènent à l'émergence d'un leader. Sauf que c'est des collectifs qui bandent l'horizontalité. Et du coup, les collectifs qui font émerger ces leaders sans aucun cadre finissent par parfois les buter derrière. Parce que trop horizontal. Donc en fait, par anti-autoritarisme, finit par créer des machines à broyer les gens. Parce que du coup, t'as une espèce de truc qui prétend être horizontal, mais qui l'est pas vraiment. Du coup, t'as plein de leaders qui émergent, ils se font démolir par le collectif parce qu'ils sont perçus comme étant autoritaires, et ça boucle comme ça. Et t'as un nouveau leader qui finit par émerger, là, on le démonte, et on le vire du collectif. Ça continue, là, ça remonte, et en fait, à la fin, genre, ça finit par créer une machine à faire des burn-out militants, quoi. Ça finit par faire en plus un truc qui n'avance pas. Cet horizontalisme se donne pour consigne la lutte contre la chefferie et l'émergence de leaders. Il se présente comme un antidote aux concentrations de pouvoir, comme une garantie contre toute personnalisation de l'autorité. Mais alors moi, c'est en mal avoir compris en plus certains éléments de la pensée libertaire en fait de penser comme ça. Enfin, pourtant, il arrive qu'il soit appliqué sans objectif, mais par principe, en omettant complètement la possibilité que des leaders puissent naître dans le collectif, pour toutes les raisons évoquées précédemment. Car si les adeptes de l'horizontalisme souhaitent avant tout combattre l'apparition de leaders, ils cadreraient les tâches qui mènent à exercer une autorité. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a des dynamiques d'autorité, tu vois. Genre, si tu les caches, tu les renforces. Tu ne les fais pas disparaître en fait. C'est comme supprimer l'observatoire de la pauvreté pour supprimer la pauvreté, c'est complètement con. Cet horizontalisme impliquerait théoriquement que l'activité au sein du collectif se répartit entre tous les membres, l'ultradémocratisme ne se traduisant pas seulement par un processus de décision, mais aussi dans l'action. Ici, on attend qu'un nombre trop élevé d'individus puissent se saisir des outils d'action que les leaders ont façonnés eux-mêmes et dont il faut que les individus comprennent les enjeux et le fonctionnement. C'est un serpent qui se mord la queue. On veut mettre le plus grand nombre à contribution sur la même tâche, alors personne ne s'en saisit. Les leaders finissent par faire le travail et perpétuent leur place dans le collectif. L'horizontalisme ne permet même pas aux leaders de répartir la charge de travail et de désigner des personnes. Ils sont seuls face au travail. Quand cela arrive, atteindre le bout du processus ultra-démocratique donne finalement une fétichisation de la majorité. Si une majorité existe, alors elle a raison et le reste doit suivre. Ce rapport de force brutal nuit à l'unité en ce qu'il ne permet pas de construire collectivement la direction que doit prendre le collectif. La majorité prend la responsabilité du succès ou de l'échec, tandis que la minorité traîne la patte durant l'action. Et il faut vraiment distinguer majorité et collectif, tout le monde. En attendant son heure ou son départ. Et on se demande comment ça se fait qu'il y a autant de scissions dans bref. L'absence d'une unité réduit alors les forces du collectif, proportionnellement au clivage qui le scinde. Cette guerre de position interne est vouée à s'embourber et à immobiliser le collectif si le clivage est trop fort. Le débat doit être au centre de l'organisation. Il n'est pas question uniquement de discussions informelles autour d'un café ou en petits groupes agissants. Il est question de donner la parole à l'ensemble du collectif dans un temps bien précis.
prévu pour débattre et convaincre. Ce temps requiert des règles rendant le débat accessible et il doit être préparé afin de favoriser la compréhension des enjeux. Mais, plus important encore, le débat doit absolument mener à une décision. Celle-ci ne peut être prise n'importe comment. Les enjeux d'organisation sont politiques et la manière dont on organise la prise de décision aussi. Le consensus apparaît comme la meilleure option en ce qu'il n'implique théoriquement aucune mise en minorité. Il s'agit là de la somme des raisonnements mis en lumière par le débat menant à une décision qui répond à tous les enjeux soulevés et à une volonté politique collective. À force de débat, le consensus doit mener à un terrain d'entente entre tous les acteurs de l'organisation, que la décision soit issue d'une proposition initiale ou d'une autre à terme. La recherche de consensus implique cependant une certaine discipline. Un débat existe pour convaincre ou se laisser convaincre. Et la recherche de consensus doit être partagée. Un acteur qui fait durer les débats car il est opposé à cette logique contrevient au fonctionnement du collectif. Il finit nécessairement par se retrouver en minorité, quel que soit le mode de prise de décision. Lorsque l'effort de cette recherche est unilatéral, le débat n'a aucun sens. En gros, il faut arrêter d'avoir des débats destructifs et avoir des débats un peu constructifs. Et l'organisation non plus. Cette dynamique traduit généralement un antagonisme trop fort, empêchant la collaboration. Il faut alors se séparer pour mieux s'organiser. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des scissions. Une fois le consensus trouvé, il faut appliquer la décision. Étant le fruit d'un effort de réflexion commun, il ne revient pas seulement à ceux qui ont fait une proposition de l'appliquer, mais bien à tout le collectif. Une décision prise à l'échelle du collectif nécessite à la fois toute la force, mais aussi tout le contrôle du collectif. Ne pas appliquer une décision prise collectivement et se contenter de regarder ses camarades dans la difficulté ou échouer, biaise l'action et son analyse a posteriori. Pire, cela pose une question de confiance et de crédibilité au sein de l'organisation. Participer à un débat et à une prise de décision pour ne pas prendre part à l'effort qui s'ensuit revient à imposer son autorité arbitrairement à ses camarades. Il n'y a pas de crédit accordé à ceux qui se défilent en termes de débat, et pas plus de confiance envers ceux qui n'étaient pas là quand il fallait faire front collectivement. S'il n'y a pas de démocratie dans le débat, il ne peut pas y en avoir dans l'action. Pour moi, c'est comme ça qu'on essaye de vraiment penser la démocratie, quoi. C'est pas juste fétichiser le vote, ce genre de conneries. Le respect de la démocratie dans l'action doit passer par une répartition des tâches. On ne peut pas espérer un résultat issu du travail de force insuffisante. Le collectif doit garantir les moyens nécessaires pour la réalisation de ses décisions. Si ce n'était pas le cas, les décisions prises seraient alors hors sol, puisque constituées d'objectifs impossibles à atteindre matériellement. En ce sens, la démocratie dans le collectif implique deux éléments supplémentaires. Une analyse matérialiste de ce qui est à la fois possible et préférable de faire, mais aussi une formation suffisante pour des militantes et des militants. L'analyse matérialiste permet de se faire une idée concrète de la réalisation à partir de laquelle les tâches réalisables peuvent être attribuées. On ne donne pas d'objectif à atteindre sans connaître le terrain d'action, sans prévoir les moyens concrets pour les mettre en œuvre. Analyse concrète, situation concrète, action concrète. Enfin, il faut que les camarades chargés d'accomplir leurs tâches en soient capables. Il en va de la responsabilité du collectif. Chacun doit être capable, mais surtout, tout le monde doit pouvoir être remplacé, car chacun doit disposer d'une base de moyens communs répondant à des objectifs communs. Et ça, c'est un truc qui est important, ce truc de tout le monde doit pouvoir être remplacé. Genre, c'est pour ça qu'on est contre les leaders qui émergent de façon naturelle, parce que la personne est super charismatique. Et en fait, c'est une forme de leadership, on va dire, finit par rendre les gens indispensables, et qui rend le collectif dépendant d'une personne. Alors que justement, si la position de leader se définit avant tout par un cadre, ben, suffit de donner ce cadre, donner ce mandat à une autre personne. Et vu que c'est une définition qui est surtout fonctionnelle et technique, la personne pourra reprendre le même rôle que la personne qui était à ce moment-là. Il faut que tout le monde soit remplaçable. En décidant de ces moyens et objectifs communs, on fait naître une pratique commune concrète. Cette pratique doit être débattue, critiquée, théorisée, puis diffusée. Mais cela implique que chaque personne ayant pris part à ces débats et critiques prenne également part à l'action dans les modalités décidées collectivement. Pour que le débat amène à un dépassement des pratiques, il faut que chacun applique ce qui a été décidé. En faisant naître des pratiques divergentes hors des cadres démocratiques, les analyses qui seraient tirées ne pourraient s'appliquer et servir au débat et à la critique au sein de l'organisation. Et il faut falloir mettre des points dans ces phrases. Puisqu'elles ne reposeraient pas sur un même travail ni une même réalité. C'est ce qu'on appelle la tendance. Une pratique divergente amène une analyse et une conclusion différentes, et donc une rupture avec le reste de l'organisation dans les objectifs et les stratégies. Bon, on est tous d'accord sur ça, je passe à la suite. Attends, je vais relire. Oui, bref, on est contre les logiques de tendance, concrètement. Beaucoup plus pour les logiques de consensus. Après, ça donne les vers. À travers l'organisation collective, le débat cadré, le consensus et l'unité de la pratique
la démocratie cesse de n'être qu'un concept moral, abstrait, pour devenir une réalité matérielle découlant de l'action. Elle est l'expression de la totalité des voix du collectif. En refusant de prendre des décisions qui impliquent tout le monde, tant dans leur élaboration que dans leur réalisation, il ne peut y avoir d'action politique et donc de démocratie. Un consensus difficilement trouvé et une action collective réalisée dans l'unité valent mieux que le confort du respect absolu de sa position individuelle initiale garantie par l'absence de débat, de décision et d'action. Il est inenvisageable de lutter comme on le ferait dans un rêve. Il n'est possible de lutter et de gagner qu'en produisant une action qui change les choses à travers l'effort collectif issu de décisions démocratiques. Une fois atteinte, cette unité permet à l'organisation de réaliser les objectifs qui ont mené à sa création, à les concrétiser et à en trouver de nouveaux pour constamment se dépasser. Face au succès d'une telle pratique, il ne peut y avoir qu'un appel d'air à la participation de plus de camarades. Ça, pour le coup, c'est vraiment des choses qu'on observe très concrètement à l'OST tout le monde. Et donc un renforcement de la capacité de l'organisation à agir sur le réel. Le renforcement de cette capacité collective est une extension de la capacité individuelle. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que c'est assez évident. Les gens, le texte, il est écrit par Lizzie, etc. Ça, c'est aussi beaucoup des trucs qui sont issus de la pratique concrète. Hein. C'est beaucoup des trucs qui sont issus aussi de ce qu'on apprend, nous, dans la façon dont on milite avec l'OST, dans justement comment est-ce qu'on s'est organisé et surtout dans en vrai les succès. Parce que je suis désolé mais genre l'OST ça marche quand même hyper bien. Genre ça permet vraiment à plein de sœurs de transitionner, ça permet vraiment une lutte politique à plein de niveaux, enfin ça fonctionne. Et pour le coup, c'est une vraie orga qui arrive à faire masse. Et c'est ça qui fait bader plein de gens aussi. Le fait qu'on arrive à faire masse, qu'on arrive à faire en sorte que les gens, quand ils viennent chez nous, ils sont pas fatigués, et ils font un burn-out militant, et ensuite ils militent plus jamais de leur vie au bout de 2 semaines en fait. Ce qui arrive quand même pas mal dans les milieux très horizontaux, machin, je sais pas quoi, hein, où au final il y a que les personnes qui ont suffisamment de temps libre et suffisamment de formation politique, qui généralement ont fait une L1 de sociaux, qui peuvent réussir à concrètement exister dans ce milieu-là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi c'est ça que genre j'étais heureuse de pouvoir militer à l'OST à plein de moments aussi par rapport à ça, quoi. Le collectif est un porte-voix qui combine les efforts intellectuels et physiques de tous ses membres. Et je dirais même qu'il les dépasse, en vrai de vrai. Genre, l'intérêt du collectif, c'est que, genre, la force qu'on a tous ensemble dépasse largement la somme de nos puissances, de nos forces, de nos capacités d'agir individuelles. C'est ça qui est stylé. C'est que c'est pas une addition. C'est plus compliqué que ça. 3 personnes, ne serait-ce que 3 personnes, et ça en plus les totos le savent, 3 personnes qui militent et qui s'organisent ensemble arriveront à faire bien plus que chacune de ces personnes individuellement. Et si tu fais la somme à la fin, c'est justement tout l'intérêt d'avoir une orga aussi qui permet de faire masse. Le renforcement de cette capacité collective est une extension de la capacité individuelle. Le collectif est un porte-voix qui combine les efforts intellectuels et physiques de tous ses membres. La croissance du pouvoir d'action de l'organisation, c'est la croissance du pouvoir d'action de l'individu sur son propre destin. Ici réside la liberté, dans le pouvoir d'agir sur le réel, ce qui est impossible en restant seul et en agissant pas. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est toujours sur cet éternel débat de merde autour de la question de liberté, libre arbitre, où en fait, la liberté ne peut pas être définie individuellement. La liberté, comme on est censé la penser à gauche, nous, la vision qu'on a de la liberté, ou à droite, ils ont leur propre idée de la liberté. Ils ont une idée qui est individualiste, ils ont une idée qui est genre, voilà, c'est la liberté proto-fasciste de Elon Musk, quoi. La liberté germanique, une liberté qui est liée justement à toi, dans ton individualité de surhomme bizarre, je sais pas quoi, tu vois. Alors que nous, justement, ce qu'on dit, c'est que personne ne sera vraiment libre tant qu'il y restera des gens qui sont exploités, en fait. La liberté ne peut être que collective. Tu ne peux pas définir la liberté individuellement. Le mouvement trans doit énormément aux autonomistes. C'est indéniable, et quiconque dirait le contraire serait non seulement d'une mauvaise foi crasse, mais ferait preuve d'un révisionnisme indigne. On a parlé vraiment de l'autonomisme, pas du trotskisme. Attention. Les collectifs autonomistes ont longtemps été à l'avant-garde de pratiques qui permettent aujourd'hui une structuration et des conditions de lutte offensive pour les personnes trans. Seulement, l'histoire semble se répéter à l'infini dans ces milieux. En reprenant Hegel, Marx disait « la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce » à propos des événements historiques qui chamboulent les sociétés. Cette phrase peut être applicable aux événements qui chamboulent les collectifs autonomistes, et que nous sommes nombreuses à voir se répéter, sans pouvoir stopper les rouages de cette machine, au risque d'y perdre les mains. Kathleen Lizzie la phrase. Mais nous rions jaunes face à des farces qui n'en sont pas, et qui ont un impact concret sur la vie de nombreuses personnes. Le courant unitaire
n'est pas diamétralement opposé au courant autonomiste. Il en découle directement et représente son évolution sur bien des aspects. Ça, je suis d'accord, et je trouve que c'est un truc qu'on ne met pas assez souvent en avance. La filiation. Genre, souvent, en fait, vu qu'on nous met en opposition, on a vraiment cette impression que c'est genre, voilà, deux familles de pensée qui sont historiquement opposées, alors que pas tant, franchement, genre. En analysant les contradictions organisationnelles, stratégiques et politiques, le courant unitaire tente de proposer un modèle qui vienne les résoudre. Doté du marxisme comme outil d'analyse, de compréhension du réel, il doit également être à même de comprendre ses propres contradictions pour les dépasser et s'adapter à des conditions de lutte, d'organisation en constante évolution. Je n'aurais pas dit mieux. C'est évidemment qu'il faut faire évoluer la pratique parce que c'est tout le principe justement de la pratique. C'est de faire la pratique, revenir justement sur comment on s'organise, voir comment ça impacte la pratique et faire cet aller-retour-là. Alors oui, à l'OST, on prend aussi les 6, et non, c'est pas que des meufs trans, il y a des mecs trans, hein. Même au bureau national, il y a des mecs trans. Hein. Genre, c'est vrai qu'il y a un peu cette image, mais non, non, non. Il est à ce jour impensable que les collectifs autonomistes disparaissent. Le travail d'autosupport est trop important pour que cela se produise. C'est ce qui fait tenir ces organisations malgré tout, ainsi qu'un fort turnover qui se traduit par la prise en main rapide, mais trop intense, de la part de nouvelles militantes, menant inévitablement à un épuisement des forces vives. Ne reste alors que quelques têtes permanentes capables de transmettre les pratiques aux futures militantes. L'épuisement n'est pas l'apanage des milieux autonomistes, loin de là, mais il reflète ici le même court-termisme qui empêche la construction de lignes politiques claires et suivies par le collectif. C'est vrai que moi, c'est vraiment genre un des trucs principaux que j'ai pu observer genre dans ma vie militante. C'est ce truc de fatigue militante. Tu finis par... Et c'est en fait, au-delà de juste fatiguer les gens, tu les dégoûtes. Il n'est de toute façon pas souhaitable que les collectifs autonomistes disparaissent. Ils aident trop de personnes. CF, notre interview de Resist Lille. Bien que les conditions d'autosupport soient loin d'être optimales. Mais la durée de vie de ce genre de collectif est limitée. Et lorsque les contradictions qu'ils rencontrent sont plus fortes que leur capacité d'autosupport et leur turnover, ils sont susceptibles de mourir, eux et toutes leurs connaissances accumulées par la pratique. Et ça, c'est vraiment ouf, parce que, genre, faut se rendre compte d'un truc. Le savoir militant, le savoir-faire militant, notre mémoire collective, genre dans le militantisme, c'est une de nos seules armes, à proprement parler. Ça et la discipline. Parce que, concrètement, si on n'a pas la mémoire militante, la mémoire collective, on va juste reproduire en permanence et en permanence les mêmes erreurs. Et si on n'a pas la discipline, concrètement, genre on n'a pas l'organisation. Et si on n'a pas l'organisation, on est juste plein d'individus qui sont certes très nombreux, mais on a un peu de mal à quand même genre faire des trucs à la fin. Cela n'a rien d'une farce, c'est une tragédie. Devoir répéter éternellement la même tâche en repartant quasiment de zéro, commettre les mêmes erreurs, faute de bilan, devoir rencontrer les mêmes difficultés et faire face aux mêmes dynamiques destructrices pour les communautés. C'est faire face à ce genre de drame existentiel que Camus nous proposait d'imaginer Sisyphe heureux, poussant son rocher qui retombera en bas de sa colline à coup sûr. Heureux face à l'absurdité de sa tâche, condamné à l'échec et à un éternel recommencement, mais acceptant et poursuivant son ouvrage malgré tout, vivant cela comme une victoire. Je précise qu'on n'est pas vraiment d'accord avec ça, non. Pour cela, il faudrait que les militants autonomistes acceptent ce destin presque certain pour leur collectif. Il faut également que la dégringolade de leur rocher soit suivie d'une redescente de leur colline, puis d'une nouvelle ascension, encore et encore. Sauf que la fin de ces collectifs autonomistes laisse rarement la possibilité à Sisyphe de recommencer. En cela, ça n'est jamais rien d'autre qu'une tragédie, non une farce. En tout cas, ça ne me fait pas rire. Le lien de l'article normalement sera en description de la vidéo, pour les gens qui regardent la rediff, qui est un peu velue, elle fait genre au moins 1h30, enfin là en tout cas on a 1h46 d'enregistrement. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Un peu dur à digérer, on va pas se mentir. J'ai rendu le truc plus digeste quand même. À minima pour vous pouvoir reprendre un petit peu tous les concepts dont on a parlé. Est-ce que je ferais pas un petit résumé, une petite synthèse de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Concrètement, l'article il se base sur une critique de deux mouvements principaux, le trotskisme et l'autonomisme, mais on va surtout parler du coup des luttes autonomes plus que des luttes des trotskistes à proprement parler, d'autant plus que c'est franchement pas très intéressant, mais parce que surtout le trotskisme c'est surtout en fait des mouvements qui ont tendance à faire de la récupération et de l'instrumentalisation de nos luttes. Non, nous ce qui nous intéresse c'est à proprement parler savoir c'est quoi la culture autonomiste, en quoi est-ce qu'elle a des limites et comment la dépasser. C'est ça qu'on me propose, c'est ça qu'on essaye de comprendre dans cet article, c'est comment est-ce que l'organisation dont j'ai parlé tout à l'heure, en groupe affinitaire, avec des côtés très horizontaux, machin, ça peut mener à une impasse et ça mène aussi à de la violence militante. On a parlé du coup de plein d'aspects qui, en vrai, font émerger ce genre de dynamique, comme par exemple la fétichisation du concernisme, où là pour le coup on va plutôt être sur, c'est aussi lié avec les questions du coup autour des collectifs trotskistes, etc. et tout, et comment du coup le concernisme isole les minorités en lutte
du reste de la lutte, et comment du coup cette notion de concernisme a littéralement provoqué l'absence de lutte politique dans certains domaines. Ensuite, on est revenu sur la fétichisation du leader, à savoir le fait que, effectivement, en fait, le leader, surtout si c'est un leader qui n'a pas de cadre pour pouvoir exercer son pouvoir, surtout s'il a un pouvoir dont les limites et la définition est floue, mène aussi à de la violence parce qu'il se rend indispensable, parce que il finit par avoir des dynamiques de déshumanisation et parce que ça nous fait rentrer dans un discours littéralement libéral de l'individu qui finit par en fait mériter sa place de leader ou je sais pas quoi. Donc un peu un PB. Puis on est revenu du coup sur le complémentaire de cette fétichisation du leader qui est la fétichisation de l'horizontalité. On va dire le truc un peu à l'envers. C'est-à-dire que soit tu fétichises ton leader, soit tu fétichises non pas le collectif, mais la majorité. Ce qui finit par être un vrai problème, avec cette espèce on pourrait parler de fétichisme de la démocratie aussi, parce qu'il y a vraiment cette notion-là de tenter de faire de la démocratie, mais de façon quand même très, on va dire, chaotique et un peu superficielle. C'est-à-dire, voilà, voter, 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 faire des AG, faire des AG, faire des AG, faire des AG. Et comment ce truc-là, non seulement n'empêche pas l'émergence de leaders, mais mène à, justement, les dynamiques autoritaires contre lesquelles elles sont censées lutter. Et donc, comment traiter ce sujet-là. La réponse que nous on donne à travers la question unitaire, c'est de mettre en place des mandats, de mettre en place une culture du mandat, un mandat qui serait révocable. Un mandat, en fait, c'est genre un rôle que te donne le collectif, qui n'est pas ta responsabilité personnelle, mais qui est la responsabilité du coup du collectif, et qui te cadre dans ce que tu peux faire, dans ce que tu dois faire, dans ce genre de choses. Et donc, lorsque tu as de l'autorité sur quelqu'un, en fait, il faut pas genre juste déclarer que l'autorité n'existe pas et du coup magiquement elle va disparaître, mais il faut bien la prendre en compte telle qu'elle s'exprime de façon concrète dans le rapport de force concret entre les individus plutôt que de l'invisibiliser, parce que l'invisibiliser en fait c'est aussi ça qui provoque les fameuses dérives autoritaires dont on essaye de se prémunir. Tout ça pour dire à la fin que même si toutes ces critiques-là, c'est des critiques qui sont surtout à l'endroit des luttes autonomistes, c'est pas une critique en mode niquez-vous, on vous déteste, nanana. C'est plutôt genre vraiment une idée une tentative d'évolution, une tentative de dépassement des contradictions qu'il y a au sein du coup des mouvements autonomistes, à proprement parler, plus qu'une critique frontale comme on peut le faire avec les trotskistes par exemple. Donc il faut vraiment comprendre ça comme ça. Et nous, du coup, en tout cas à l'OST, et pas que à l'OST, parce que c'est quand même un mode d'organisation qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui et qui prend de plus en plus de place, c'est comme ça qu'on envisage la démocratie. En fait, c'est genre, tout ce dont on parle depuis le début, c'est la démocratie. C'est comment essayer d'avoir une démocratie effective. Comment être le plus démocratique possible sans avoir un fétichisme de la majorité, un fétichisme du collectif, un fétichisme de toutes ces choses-là, genre comment est-ce qu'on fait concrètement pour être le plus démocratique possible? Et c'est pas en faisant sauter tous les cadres et en empêchant d'avoir une prise de décision, et justement en invisibilisant les dynamiques de prise de décision qu'on va y arriver en fait. Tu dis merci Scorch à la fin? Attends. Oh oui, incroyable! Merci à Archie pour les corrections et les précisions. On devait écrire ça ensemble, mais j'ai été bien trop pressé. Merci à mes camarades Alice, Jade, Amélie et Lou pour les contributions, les retours et les critiques. Merci à Scorch pour la musique qui m'a permis de lock-in. Bah écoutez, je pense que du coup on a fait le tour de ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Je pense que c'est important de clarifier précisément à quel mode d'organisation on fait référence quand on parle de ces sujets-là. Moi je trouve ça super intéressant perso. Parce que encore une fois, pas de théorie sans pratique, pas de pratique sans théorie. Donc c'est très très bien de pouvoir réfléchir à ces sujets-là tous ensemble. Et moi je suis aussi très contente qu'on se pose vraiment, enfin comment dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, il y a vraiment une vraie sincérité dans l'objectif de changer la vie des meufs trans. On sort un petit peu de l'idée que aider les meufs trans, faut le faire parce que c'est bien, parce que ceci, parce que cela. C'est juste plutôt se poser la question de comment les aider, comment nous aider le plus possible, et de le faire de façon concrète. Pas juste, genre, faire en sorte qu'il y ait moins de haine à notre rencontre. Tu vois ce que je veux dire? C'est de se poser la question concrète de genre, ok d'accord, mais comment on fait, genre, vraiment, plus que de faire des vœux pieux, tu vois. Comment rendre le mandat contraignant? Genre obligation de suivre les recommandations, sinon pampan cucu. Bah en fait, déjà un mandat, a priori dans des orgas comme les nôtres, ils sont révocables. C'est-à-dire que genre c'est pas tu es le chef et puis même si l'entièreté du collectif veut plus que tu sois le chef, tu le restes parce que t'as la légitimité d'avoir été élu à un moment, tu vois. Tu peux perdre un mandat en fait. Tu peux perdre ce truc-là, mais après ça reste quand même une responsabilité qui est relativement
genre collective. Et en soi, de toute façon, un mandat, c'est quasi tout le temps contraignant. Un mandat, c'est du travail. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête, tu vois. Enfin, c'est des trucs à faire, hein. Donc tout le monde n'a pas spécialement envie de le faire, tu vois. Genre, par définition, un mandat, c'est contraignant. Ça va faire 2 heures de capsule, on va s'arrêter là. Eh bah super. Gros bisous YouTube. Tu peux retrouver le lien de l'article en description ou sur le site internet de Position Revue. Vous pourrez trouver l'article de Lizzie, mais j'en profite pour vous recommander ces autres articles également, notamment particulièrement celui sur l'écofascisme. J'ai une vidéo où je réacte déjà à cet article. Si vous arrivez à la retrouver, franchement, force à vous parce que je sors trop de vidéos. Mais ça existe. Mais sinon, n'hésitez pas à aller le lire, c'est vraiment important. Premier degré, genre, moi je trouve que c'est des questions qu'on se pose pas assez. N'hésite pas du coup à t'abonner, lâcher un commentaire, un pouce bleu, le système de boost là de YouTube. N'hésite pas à me filer de l'oseille sur Tipeee. Et tu peux également venir me voir en stream tous les mardis, jeudis et dimanches soirs aux alentours de 18-19h, et généralement jusqu'à à peu près minuit, 1h, concrètement, c'est dans ces eaux-là. N'hésite pas à passer nous voir, gros bisous YouTube, et moi je vais aller prendre une grande douche froide pour faire refroidir toutes mes neurones là. Hein, on va faire ça? Ça vous va tout le monde? Hein? Faisons ça, allez faisons ça. Kiss YouTube, kiss YouTube.